Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'association Toust qui lutte pour le respect de la dignité des personnes LGBTQIA+. Dans les 9 prochains épisodes, vous écouterez l'enregistrement de la table ronde que l'association a organisée à l'Hôtel de Ville de Paris le 26 février dernier, en compagnie d'autres associations, de parlementaires et de membres du grand public, sur la reconnaissance juridique de la non-binarité en France. Après une année 2005 remplie d'avancées sur ce sujet, nous avons voulu diffuser l'état des lieux actuels des choses et réaffirmer la nécessité de lutter contre les discriminations, notamment celles venant de l'État, basées sur l'identité de genre. L'audio enregistré comporte un écho et nous nous en excusons. Soyez rassurés, la qualité de l'audio s'améliore grandement à travers les différentes interventions, donc restez avec nous. Merci et bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous d'être venus à cette table ronde qui s'appelle Reconnaissance de la non-binarité en France, freins et opportunités. Tout d'abord, je remercie chaleureusement la mairie de Paris et tout particulièrement Jean-Luc Romero-Michel et son équipe, notamment Benjamin Maclé et Véronique Bordet, qui nous prêtent cette salle à titre gracieux pour qu'on puisse aujourd'hui discuter la reconnaissance de la non-binarité. Donc, merci beaucoup pour ce soutien, ça veut dire beaucoup pour nous. Je remercie aussi la région Grand Est et le mouvement associatif Grand Est qui ont nominé l'association Tous pour un trophée association Grand Est dans la catégorie des transitions sociétales, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont voté pour notre association puisque nous avons gagné ce trophée. Et c'est grâce à la dotation de ce prix que nous pouvons organiser et financer l'événement de ce soir. Donc merci à eux également. Je me présente, je m'appelle Romain François, je suis le président fondateur de l'association Tous. Et pour moi, la non-binarité, c'est un sujet hyper important que j'ai vraiment envie de visibiliser parce que ça dit tellement de choses sur notre rapport au genre, notre rapport au sexe même, notre rapport à la différence de manière générale. Pour moi, c'est un sujet un petit peu tracteur, si vous voulez, pour parler de dignité humaine de manière très générale. Je suis accompagné ce soir de Sacha Saponcela et de Étienne Deschoulières. Voilà, Sacha, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes, s'il te plaît? Bonsoir, merci à tous et à tous pour votre association. Ça me fait plaisir d'être là, ça me fait plaisir aussi de voir des personnes que je connais des réseaux sociaux de tête, des personnes que je ne connais pas du tout. Ça me fait aussi plaisir. Du coup, merci beaucoup à Roland pour cette invitation et merci à Étienne, avec qui on se croisait plusieurs fois en vision, mais on s'est rendu compte que c'est la première fois qu'on se voit comme ça en visu. Et pour moi, le sujet de moi, je suis coprésident sortant de l'association de Sophie. Et pour moi, le sujet de la non-binarité, c'est tout un combat et tout un sujet, disons, au sens personnel de terme et au sens professionnel militant, parce que ça fait bientôt 9 ans que j'interviens sur les sujets divers et variés autour de l'accès aux droits des personnes LGBTQIA+, et notamment des personnes LGBTQIA+, en demande d'asile et avec le réfugié. Et pour une petite anecdote pour terminer cette présentation que je n'ai pas du tout préparée, ma réaffirmation de ma propre non-binarité était liée à mon intérêt au droit à tout ce qui est privacy, tout ce qui est les données personnelles. Du coup, pour moi, c'était un argument le plus fort pour moi-même de dire que peut-être c'est à quel point il est obsolète tout ce qui est une règle sexe, figée et décidée.
Voilà. Merci. Merci Sacha, je sais que c'est un sujet très personnel pour toi Pas que. et que tu as des connaissances vraiment très complètes là-dessus. Je me rappelle qu'une fois on s'est appelé pendant peut-être 2 heures, tu m'as parlé de civilité et moi j'ai adoré. Et c'est là que m'est venue l'idée de cette table ronde, parce que je me suis dit, il faut que tout le monde entende ça en fait. Donc merci d'être venu. Et Étienne Béchoulet, est-ce que tu peux te présenter aussi en 2-3 minutes s'il te plaît, puis nous expliquer c'est quoi ton rapport avec le sujet? Bonsoir à tous, je m'appelle donc Étienne Desoulières, je suis avocat, militant LGBT depuis 25 ans maintenant. Si la question de la non-binarité me touche, c'est parce que d'abord je me définis comme une personne non-binaire, donc je suis touché personnellement par ce sujet, de cette absence de reconnaissance légale par l'État français de l'existence des personnes non-binaires, et puis aussi parce que sur le terrain politique, la question de la non-binarité présente un intérêt, à mon avis, stratégique autant philosophique que juridique. Sur le terrain philosophique, je considère qu'actuellement, la binarité des genres n'est pas seulement quelque chose qui concerne l'état civil, qui est figé sur nos papiers, mais c'est quelque chose qui oriente la compréhension qu'on a du monde. On ne peut pas parler d'une personne sans connaître son genre, et dès qu'on connaît le genre de la personne, il y a tout un imaginaire, tout un ensemble de stéréotypes qui se dégagent sur cette personne, si bien que notre compréhension est vraiment orientée par cette division binaire. Et donc, si on attaque philosophiquement cette distinction binaire, on attaque aussi cette conception du monde sous-jacente qui, à mon avis, est le terreau des discriminations qui sont liées au sexe, au genre, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, enfin toutes les discriminations sexuelles et de genre. L'autre chose, c'est que sur le terrain juridique, si on arrive à faire sauter les marqueurs de genre à l'état civil, c'est-à-dire à avoir soit des actes de naissance, soit des documents d'identité qui n'ont plus le marqueur de genre, alors on se retrouve dans une situation où les personnes qui nous discriminaient en fonction de cette composante genre n'ont plus de fondement légal pour nous discriminer. L'exemple le plus flagrant, c'est celui du mariage. Si on est simplement une personne, on a le droit de se marier avec une autre personne. Et dans ce cadre-là, on n'a pas besoin de se demander si le mariage homosexuel est permis dans un pays ou ne l'est pas. C'est simplement qu'on a des personnes et qu'on a le droit de se marier. Et donc, il y a évidemment cette question du mariage, mais il y a aussi plein d'autres choses, comme la parentalité trans, l'accès aux droits reproductifs pour les lesbiennes, enfin, tout un ensemble de droits LGBT de dernière génération, je dirais, parce que je suis par ailleurs militant LGBT pour la dépénalisation. Donc tous ces droits qui peuvent finir de construire l'édifice juridique de reconnaissance des droits humains des personnes LGBT pourraient être acquises, ou en tout cas on pourrait vraiment faire avancer si on obtenait en droit la possibilité d'une suppression des marqueurs de genre. Tout à fait. Et là, ce que tu dis est super intéressant, c'est que effectivement, on se rend compte dans nos vies que quand on évoque l'idée de ne plus juger les gens sur leur genre, il y a une espèce de panique, un petit peu de gens qui disent mais si c'est ni un homme, si c'est une femme, comment on s'adresse à lui, comment on s'adresse à elle, et c'est un petit peu j'ai l'impression la panique aussi par rapport aux stéréotypes de genre, on sait qu'il y a aussi des dynamiques de domination, et c'est un petit peu comment je me situe par rapport à ces personnes. Enfin moi c'est l'impression que j'ai, et d'ailleurs je vais évoquer très rapidement l'article qui a écrit Flora Voltaire, qui est avec nous ce soir.
un article justement sur les utilisations de mots inclusifs par les associations LGBT et par la société de manière plus générale. Et tu avais soulevé, Flora, que on peut aussi remercier 50 ans de féminisme pour avoir féminisé déjà des noms comme par exemple autrice, voilà, qui n'existaient pas. Tous ces mots qu'on ne pouvait dire qu'au masculin, maintenant grâce au combat féministe, on peut aussi les dire au féminin. Et c'est pour ça que maintenant on peut aussi créer des mots comme autrice qui sont qui sont non-genrés, qui peuvent être utilisés pour référer à des personnes non binaires, etc. Donc est-ce que la lutte pour la non-binarité n'est pas aussi féministe? Quelque part, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Bien sûr. Oui, de toute façon, c'est profondément lié parce que fondamentalement, il y a aussi cette notion de dégenrer un langage qui est normativement masculin puisqu'il impose un masculin générique comme formule d'un soi-disant neutre qui n'existe pas en français. Montrer que tout ça c'était sexiste et que le masculin l'emporte et tout ce genre de choses était sexiste, c'est effectivement un combat qui a été très compliqué, qui n'est toujours pas passé pour une certaine partie des élites françaises et pour une certaine partie des locuteurs, des usagers et usagères de la langue. Après, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu sur une flexion double en fait. On utilise la flexion double qui interroge aussi parce qu'il y a beaucoup d'évolutions. Il y a un bouillonnement linguistique. La flexion double, elle peut indiquer aussi une alternance entre deux formes entre une forme féminine et une forme masculine ou une équivalence finalement. Mais en même temps, on peut s'en abstraire complètement et faire comme le fait Alferat, partir sur une version purement neutre, donc réellement dégenrée du français en revenant sur les formules qui existaient aussi au Moyen-Âge et en trouvant des usages linguistiques parallèles comme l'utilisation de al. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir plusieurs pronoms aussi qui révèlent aussi entre yel qui agglutine les deux formes, qui est le plus courant au Canada, mais aussi al qui sonorement change, qui du coup utilise une autre lettre mais ressemble sonorement et peut passer à l'oral comme alfufroy et ce genre de choses dans ce qu'utilise Alferat. Ou des formes comme Ol ou Ul qui là sont clairement militantes. On a quelque chose qui est en flux, qui relève de la stratégie de positionnement, qui relève aussi de la manière de rendre visibles ces questions-là. Et on est vraiment complètement à la confluence de tous les mouvements liés au genre, c'est-à-dire aussi bien le féminisme que la lutte contre les LGBTI-phobies dans toute leur diversité. Je précise pour ceux qui voudraient échanger avec toi après que tu travailles à la Fondation Jean Jaurès. Je suis co-directrice de l'Observatoire LGBTI+, de la Fondation Jean Jaurès. Étienne. Je rebondis sur ce que disait Flora à propos du langage. Je pense effectivement que les discriminations et les rapports de pouvoir sont ancrés dans le langage. J'ai eu la chance de pouvoir être un non-chercheur à l'Institut d'études de recherche féministe de Montréal, où j'ai fait des recherches sur les insultes sexistes et homophobes. Et en fait, quand on dit tapette, tantous, tarlouse, on reproche à un homme de se comporter comme une femme pour déprécier son homosexualité. Donc on a des rapports de pouvoir liés au sexe, au genre, à l'orientation sexuelle qui sont liés dans un seul mot. Et donc à mon avis, être un militant LGBT sans être féministe, c'est une grave erreur. Je pense que il y a plus beaucoup de gens qui le sont. Mais pour rebondir sur cette histoire du langage inclusif, dans une affaire que j'ai traitée récemment et gagnée, on a réussi à faire changer la mention, changer le numéro de sécurité sociale d'une personne sur le fondement de la règle dite, donc déjà c'est pas mal. On en parlera plus longuement tout à l'heure, hein. Mais surtout, on a réussi à faire changer tout le genre sur les papiers. Donc cette personne, c'était une personne qui était de genre masculin, qui était auparavant, qui avait la mention de sexe femme, qui avait réussi à changer. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a réussi à imposer sur le principe d'exactitude
du règlement général sur la protection des données, le fait que la personne soit genrée au masculin. Si demain, on a la suppression du marqueur de genre à l'état civil, ou le sexe neutre, ou la mention X, on pourra certainement, exactement de la même manière, imposer l'utilisation du langage inclusif. Je sens que nos adversaires vont adorer cette obligation d'utiliser le langage inclusif dans les documents administratifs.